Donc bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier de participer à cette cette première journée pardon, des Siemens Day et tout particulièrement à cette deuxième atelier qu'on vous propose. Donc le premier était sur le pilotage de machines asynchrones. Donc pour ceux qui n'ont pas assisté, n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, enfin vous aurez mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez récupérer la présentation de l'atelier. Et celui-ci est plutôt consacré à l'asservissement d'un axe via un variateur PDC. Donc, je suis Guillaume Gilles, donc le directeur du département génie électrique, et animerai cet atelier avec mon collègue Jean-Luc Roux, qui est notre responsable de développement de chez Didalab. Donc, voici le déroulement de notre atelier. Donc, dans un premier temps, on présentera la société Didalab. Ensuite, on attaquera donc les différents objectifs pédagogiques qu'on peut faire avec le système, entre autres, le matériel utilisé, le câblage et les objectifs. Donc l'objectif 1 qui sera de piloter le convoyeur et avoir une consigne de variateur de vitesse via un potentiomètre analogique. L'objectif 2, de paramétrer, de configurer les variateurs PDC pour piloter et asservir les moteurs brushless et le moteur à courant continu. L'objectif 3, programmer l'API pour réaliser une prise origine machine, donc ce qu'on appelle une POM. L'objectif 4, vous verrez un petit peu le tracé pour pouvoir faire du tracking de pièces. Et enfin, on montrera comment superviser le système via une application Node-RED qui vous permettra d'avoir un accès de supervision à distance via cette application-là. Et naturellement, comme dans l'autre, nous finirons par un forum aux questions. Donc, au cours de l'atelier, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat. On les prendra en considération et les traiterons enfin pour faciliter l'intervention. Voilà. Donc, la société Didalab, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une société spécialisée dans la conception, fabrication de matériel pédagogique. Alors, attendez, le temps qu'on bascule. Voilà. Donc, deux départements au sein de la société. Donc, un premier département historique qui est le département sciences physiques, qui est plutôt dédié au matériel de classe préparatoire et de lycée de général. Donc, on va étudier plutôt la mécanique, l'optique, la thermodynamique, l'électromagnétisme, la physique de la matière. Donc, je reviens à la présentation de la société. Donc, dans les années 2000, le département génie a été créé. Autre, le laboratoire d'automatisme sur lequel on va travailler aujourd'hui. Nous sommes également spécialistes de toute la partie électronique, analogique, numérique, informatique industrielle, asservissement et régulation de process, électronique de puissance, électrotechnique. Donc, on a un spectre de gamme de puissance qui va du 30 watts à du 1 kW5. Toute la partie télécom, donc traitement de l'information, traitement également numérique terrestre pour la partie TNT et également IoT, donc les objets connectés. On a également un laboratoire réseau informatique et convergence voix données images. Et enfin, tout ce qui est énergie renouvelable, donc avec des systèmes hydroélectriques, photovoltaïques et éoliens. Alors, pour faire cet atelier, on va se baser sur un système qu'on vient de développer. Donc, ce système s'appelle le Satribox, qui est un système automatisé de tri, chaîne de recyclage, qui a été développé en collaboration avec une société partenaire, donc et confrère, donc qui s'appelle Créa Technologies, qui est une société également qui fabrique et qui conçoit du matériel pédagogique du secondaire jusqu'au supérieur. Et donc, avec cette société-là, on a développé en collaboration le système sur lequel on va s'appuyer pour faire cet atelier. Donc, le déroulement de cette formation se déroulera en 5 étapes. Donc, comme on les a vus précédemment, les différents objectifs. Alors, le premier objectif, le matériel qu'on utilise pour pouvoir faire cet atelier. Donc, on va se baser sur deux variateurs. Donc, deux variateurs de chez Siemens qui sont des PDC-100. Il faut savoir que c'est des nouveaux variateurs qui sont relativement intéressants. Enfin, pour nous, on estime qu'ils sont intéressants pour l'éducation nationale du fait qu'ils sont en TBTS, donc en très basse tension sécurisée, donc alimentation en 24 volts. Et ils ont un autre gros avantage, c'est qu'ils peuvent très bien faire du servo-contrôle de machines à courant continu ou machines brushless. Donc, en fonction de la configuration, on va pouvoir venir piloter et asservir soit une machine à courant continu ou brushless. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur cette solution technologique qui nous semblait très bien adaptée par rapport au contexte qu'on voulait faire. Également un automate, donc un API. Donc, on travaille sur un 7-1200, une supervision avec notre aide. Alors, le système, en fait, il a été
attends, reviens, attendez, on va expliquer un petit peu comme le concept du système avant de continuer la formation. Donc, le système est composé d'un convoyeur alimenté de différentes boîtes. En début de convoyeur, nous avons mis un capteur de présence et de taille pièces. Les pièces identifiées comme trop petites pour le recyclage restent sur le tapis jusqu'au bout de la chaîne pour être envoyées à la décharge. Donc, les pièces métalliques de taille suffisante, identifiées comme pièces à recycler, seront alors retirées du convoyeur à l'aide d'un bras mécanique et déposées dans un bac de tri. Donc, il faut savoir que le Satribox est fourni avec des TP ainsi que divers programmes. Ils peuvent servir sur des supports pédagogiques pour différents niveaux d'enseignement, donc pour allant du bac, du BTS, UT, enseignement supérieur. Donc, l'atelier d'aujourd'hui va vous montrer une progression pédagogique à travers les différents objectifs. Voyons. Donc là, on va vous montrer une petite. Non, on la voit pas. On la voit pas. Alors, attendez, ça y est, ça arrive. Donc voilà, là, on vient vous montrer une petite démo. Donc, l'idée, c'est de passer une pièce. Donc, devant le capteur infrarouge, donc le convoyeur se déplace à une vitesse constante. Le robot vient récupérer la pièce métallique selon la taille et on vient la jeter sur le bac. Voilà. Donc là, c'est la finalité du projet. Maintenant, on va vous montrer un petit peu comment y arriver. Alors, donc, pour y arriver, donc on est parti. On va vous montrer un petit peu le schéma simplifié du système. Donc, en bas, vous avez le convoyeur qui est avec un moteur brushless, donc un motoréducteur codeur avec contrôleur intégré. Alors, je ne sais pas si on peut passer la souris. Si vous voyez la souris quand on passe dessus. Alors, attendez, comme ça sera plus simple. On pourra vous guider au long de. Voilà. Donc, en bas. Donc, vous avez. Donc, le machine, donc ici, donc c'est le moteur donc, qui va permettre de faire tourner le convoyeur à une vitesse. Ici, vous avez un premier moteur. Donc, celui-ci sera un moteur brushless avec codeur qui va permettre de déplacer sur l'axe X le chariot. Et sur cet axe X, vous allez avoir un bras articulé sur un axe, donc permettre de faire une rotation. Donc, ce moteur, c'est un moteur à courant continu. Un motoréducteur. Motoréducteur et avec codeur. Donc, on va pouvoir venir récupérer les pièces comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Donc, pour ça, en fait, ensuite, vous avez donc les deux PDC qui vont piloter chacun d'entre eux son moteur. Et ensuite, au-dessus, donc à l'étape au-dessus, on aura l'API qui va pouvoir venir superviser et programmer la partie mécanique. Ensuite, on aura la possibilité d'avoir une supervision contrôle, soit par un HMI KTP 700, soit directement une supervision via notre aide. Voilà, donc à distance. Alors, au niveau câblage, la première étape, comme vous pouvez le voir, le câblage de puissance se fait directement des variateurs PDC vers les moteurs. Donc là, le deux traits noirs qu'on voit, donc l'alimentation de puissance se fait du variateur vers les moteurs. Le retour codeur se fait également donc des moteurs vers les variateurs. Donc ça veut dire que l'information de ces deux moteurs sont directement envoyées aux variateurs. Une chose aussi, c'est que pour le moteur brushless, on a en plus les sondes à effet Hall. Alors, on aura les sondes à effet Hall, tout à fait. Il y a le codeur et les sondes à effet Hall. On a également, donc contrairement au moteur du convoyeur, qui lui est directement renvoyé à l'API. Donc on va utiliser une entrée rapide pour récupérer les impulsions codeurs, pour pouvoir récupérer la vitesse de rotation du moteur. Et on va utiliser un générateur d'impulsion en sortie, donc une commande PWM pour aller piloter le moteur. Et tout ça, en fait, bon, au final, on va mettre tout ça en réseau, donc Profinet, donc les différents organes, donc les deux PDC, l'API, l'IHM et bien sûr la plateforme TIA Portal pour pouvoir communiquer via le réseau Profinet. Une chose aussi, c'est qu'en final, la supervision, on l'a mis dans le PC de développement, mais après, elle peut être mise sur un PC. Sur un serveur lambda. Qui est sur le même réseau, en fait. Tout à fait. Alors, pour arriver justement, donc la première étape qu'on a dû élaborer, donc on a dû piloter le convoyeur vers un bouton marche ou un bouton arrêt et définir une consigne de vitesse via un potentiomètre analogique qui sera une entrée analogique de l'API. Donc pour y arriver, en fait, on a défini un organigramme assez simpliste, mais on voulait quand même vous le montrer. Donc la fonction init, ça sera de configurer les entrées 0,10 volts entrée analogique de l'API, la configuration du générateur d'impulsion PWM sur une sortie TOR de l'API, donc un générateur d'impulsion, et la configuration des blocs de contrôle PWM. Donc sur l'organigramme, nous attendons donc une action sur un bouton marche, et ensuite l'action suivante sera d'envoyer une consigne de vitesse via le potentiomètre. Donc pour cela, en fait, on utilise des blocs
existants, donc des blocs fonctionnels de TIA Portal qui sont le NormX, CalX, qui permettent d'une part de normaliser l'information entrante analogique et de la mettre entre 0 et 1, et ensuite de pouvoir la remettre à l'échelle pour l'envoyer directement une consigne PWM au moteur. Alors, l'information importante ensuite, c'est d'avoir bien sûr la vitesse du tapis qui se déplace. Donc, on l'a essayé de la convertir en centimètres par seconde. Donc, les informations qui sont nécessaires pour y arriver, donc c'est bien sûr l'information du codeur, le réducteur et le diamètre du rouleau. Donc, à partir de ces informations-là, et avec le calcul que vous retrouvez sur la droite et la fonction calculette qui est directement fournie par la plateforme TIA Portal, on arrive à déterminer la vitesse du tapis. Ensuite, la deuxième phase, ça sera d'identifier la taille de la pièce. Donc, pour ce faire, en fait, on utilise le capteur infrarouge. Donc, on détecte le passage de la pièce. Donc, sur le front montant, voilà. Donc, ensuite, on laisse passer la pièce devant jusqu'au front descendant. Donc, on a ce qu'on appelle une enveloppe. Dans cette enveloppe, en fait, on va envoyer un train de clock. Et à partir de là, on arrive à déterminer le temps de passage devant le capteur et ainsi déterminer la taille de la pièce. Donc, ça nous permettra de savoir si la pièce est bonne. Et ensuite, en continuant les nombres de clocks jusqu'à ce que la pièce soit aspirée ou sortie sur le bac, on pourra déterminer la position de la pièce, une position qui nous sera extrêmement précieuse pour ensuite faire le tracking de la pièce, parce qu'il nous faut savoir naturellement où se situe la pièce pour venir la récupérer. Voilà, donc ça c'est pour la partie du convoyeur. Donc là, on va rentrer dans la partie de la configuration et du paramétrage des PDC. Alors, on va essentiellement travailler sur un, mais en fait, l'autre, ça sera un petit peu le même protocole pour pouvoir la configurer et paramétrer. Alors, on va travailler sur le moteur brushless, donc sur le chariot, donc le déplacement du chariot, donc ça sera sur l'axe X. Alors, la première chose à faire, ça sera la configuration caractérisation du moteur. Donc pour ce faire, en fait, vous avez juste besoin de faire une identification des appareils qui sont en ligne et venir, donc comme vous le voyez sur l'onglet de gauche, venir dans la partie paramétrage qui vous donnera accès au paramétrage des caractéristiques moteurs. Donc là, en fait, en suivant la plaque signalétique du moteur, vous allez pouvoir entrer les informations du moteur. Donc ça va être la tension, le courant, la vitesse max et ainsi de suite. Donc ces informations qui sont directement délivrées par la datasheet du constructeur. Alors vous voyez, l'avantage également, c'est que là, on est tout en 24 volts. Donc pour le niveau pédagogique, c'est quelque chose de très important. Au niveau des PDC, on peut fonctionner jusqu'à 48 volts. Voilà, de 24 à 48 volts. Une chose aussi au niveau des sondes. Donc là, on a la partie codeur, donc le codeur incrémental et les sondes à effet Hall. Les sondes à effet Hall parce qu'on travaille sur le moteur brushless. Et en plus, il faut définir la séquence des sondes à effet Hall en fonction de leur positionnement dans le moteur. Voilà. Ce paramètre ici. C'est les deux paramètres fondamentaux pour pouvoir prendre dans un premier temps la configuration et que le variateur sache quel est le moteur sur lequel il va devoir effectuer la commande. Alors en rentrant ensuite, donc l'idée c'est bien sûr dans un premier temps de la servir en vitesse, mais une chose qui est très importante en fait dans un asservissement de vitesse, vous avez d'abord un asservissement de courant qui se fait. Donc en fait vous avez une consigne en courant couple. Ensuite, on fait une première régulation, donc un premier correcteur PI, donc proportionnel intégral, qui lui va directement envoyer une commande au moteur. Et du moteur, ensuite, comme vous le voyez à gauche, on va pouvoir récupérer les informations donc, pour le moteur brushless, donc les sondes à effet Hall qui sont envoyées à la commande moteur, et le retour codeur qui vont pouvoir mettre, donc dans un deuxième temps, intégrer la boucle d'asservissement de vitesse, donc avec une deuxième boucle, donc correcteur proportionnel intégral, et avoir une consigne de vitesse. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est les régulateurs de vitesse et de courant, les paramètres proportionnels intégral, c'est les paramètres qu'on doit rentrer en bas. Donc, en fait, une fois qu'on a défini les paramètres, on a estimé que par rapport à des calculs ou par rapport à des essais successifs, via le tableau de commande, on va pouvoir valider la régulation de vitesse si elle est correctement établie ou pas. Donc là, on va pouvoir vous le montrer en temps réel. Donc, par exemple, là, je vais reprendre la main sur mon projet TIA Portal, le temps juste de basculer. Voilà. Alors, attendez, je vais juste reprendre la main. Voilà. Donc, l'avantage ici, c'est que je vais pouvoir directement lui affecter une consigne de vitesse. Donc là, par exemple, je vais lui demander de tourner à 200 tours. Alors, en bas à droite, comme vous avez une vue de la machine, vous allez voir, elle va se déplacer à une certaine vitesse. Voilà, je fais stop. Je peux déplacer en marche avant et en marche arrière. Alors, là, en bas, vous pouvez voir, alors là, vous n'allez pas pouvoir le voir parce qu'il y a l'image devant.
Je peux me permettre d'avoir. Tu peux revenir sur la diapo. Je vais vous remontrer sur la diapo. Parce qu'on n'arrive pas à voir l'intégralité de la page. Vous voyez, donc en bas à droite, vous voyez, on a la commande de position, la commande de vitesse, et vous avez le retour de la vitesse. Donc voilà, donc on arrive à voir, je vais vous remontrer très rapidement. Voilà. Donc vous voyez, pour une commande, on arrive à avoir une vitesse qui est relativement proche. Donc on avait 200, on avait 199. Donc on estime qu'au niveau vitesse, on a la régulation de vitesse est correcte. Donc maintenant, comme on est dans une notion de tracking, la notion importante, ça sera la partie position. Donc pour la partie position, il faut savoir que les PDC, donc les variateurs de vitesse, n'ont pas la partie position intégrée. Donc pour cela, en fait, il va falloir faire. Alors attendez, on va essayer de basculer. Excusez-nous, c'est l'effet du direct. Voilà. Alors, il faut savoir que, donc, comme je vous le disais, le variateur en lui-même est capable de faire juste un asservissement de vitesse. Donc, l'asservissement de position, on va devoir créer un objet technologique, et cet objet technologique va être… Et donc, on va, dans un premier temps, créer un objet technologique dans le S7-200 qui nous permettra à lui, par contre, de nous faire une consigne en position. Alors, la première chose, quand on crée un objet technologique, ça va être de créer ce qu'on appelle un télégramme. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un télégramme, c'est un échange de manière cyclique de données entre la commande de niveau supérieur, dans notre cas, donc l'API, qui renvoie de manière cyclique les données à la commande. Donc, en fait, il y a un échange de manière cyclique entre l'API et le variateur. Donc, c'est ce qu'on appelle un télégramme. Et dans ce télégramme-là, on va pouvoir récupérer ou envoyer des ordres au variateur. Alors là, ici, donc la configuration d'objet technologique, il va falloir bien naturellement définir les caractéristiques de l'axe, donc le mouvement de charge par tour par minute, pour qu'il sache un petit peu le déplacement qu'il aura effectué quand le moteur a tourné d'un tour. On a pas mal de paramétrages jusqu'à la boucle de régulation de position. Donc là, il va falloir déterminer le gain d'asservissement de position, donc un gain proportionnel. Faut savoir qu'on n'a pas besoin de rajouter une notion d'intégrale car elle est naturelle entre un asservissement de position vers une vitesse. Donc, on a une intégration naturelle. Et également, en fait, on vient intégrer ce qu'on appelle une commande prédictive. Donc, c'est quelque chose que Siemens a développé. Donc, c'est un modèle qui vient directement venir compenser. C'est un petit peu la notion de dérivée, donc notion de commande anticipatrice qui vient corriger la consigne, enfin l'erreur de mesure par rapport à la consigne. Voilà. Une fois qu'en fait l'objet technologique a été défini, on va pouvoir valider également l'asservissement de position. Donc là, on vous montre un petit peu donc le même principe que tout à l'heure. On va définir, on définit une position de déplacement. Et là, comme vous voyez, donc c'est une capture d'écran que j'ai fait tout à l'heure. Donc on a demandé un déplacement de 10 cm et au retour, on a un déplacement de 99,96. Donc, toutes ces étapes-là vous permettent de valider successivement, voir si les erreurs de correction sont correctes. Donc, si on a une erreur relativement importante ici, on peut optimiser en modifiant le correcteur soit du proportionnel de la position ou revenir au correcteur de la vitesse. Donc voilà, donc là on a créé son objet technologique, mais pour l'instant on n'a pas accès au mouvement. Donc on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des motion control, donc c'est des fonctions qui ont été développées par Siemens qui vont permettre de prendre la main sur les axes. Donc la configuration, là je vous ai mis deux exemples de motion control. Donc le premier c'est ce qu'on appelle un motion control move absolute qui permet en fait d'envoyer une consigne de position. Donc pour cela en fait il suffit de définir l'axe sur lequel on veut travailler. Donc naturellement comme on a deux axes, on va travailler tout d'abord sur l'axe brushless. Ensuite, on va pouvoir envoyer un ordre d'exécution de ce bloc. Donc là, on peut le faire sur un front montant d'une commande ou d'une cloque ou ce que vous souhaitez. La position à laquelle vous voulez vous déplacer en valeur absolue. Donc on la travaille vraiment en valeur absolue. Ensuite, à la vitesse que vous voulez exécuter cette séquence. Alors la même chose pour la partie motion velocity. Au contraire de la partie position, là, vous envoyez juste une consigne de vitesse. Alors, pour manque de temps, étant donné qu'on n'a que 40 minutes, je vous ai fait un petit peu le protocole de paramétrage de configuration du PDC et d'objets technologiques pour le moteur brushless.
Pour le moteur à courant continu, donc pour le bras qui va fournir une action rotative pour venir récupérer la pièce sur le convoyeur et ensuite l'éjecter dans le bac désiré, il suffit de suivre la même procédure, donc qui est donc paramétrage du moteur et du coteur, définir l'asservissement, donc configurer l'asservissement de vitesse via le PDC, validation du bloc d'asservissement de vitesse, ensuite dans la partie API, création d'objets technologiques, configuration des télégrammes par rapport à la demande qu'on souhaite, configuration de l'axe mécanique, configuration de la mécanique, configuration du correcteur de position, donc validation du pilotage via le panneau de commande, donc comme on a vu tout à l'heure, et ensuite définition des motion control de TIA Portal. Alors là, on va vous montrer un petit peu une action pédagogique, hein, comme je vous l'ai dit, dans nos thématiques. Là, on vous montre quelques extraits pour vous montrer un petit peu les approches pédagogiques qu'on peut avoir. Donc, selon le niveau d'étude pour lequel sera dédié le système, on peut très bien aller plus ou moins loin. Donc, on peut vous fournir soit le programme tout fait, vous venez juste faire une analyse de l'organigramme ou voir un petit peu le comportement du système, ou sinon aller plus loin, venir faire vos propres développements. Donc là, on va vous montrer un extrait sur une prise origine machine, donc une chose très importante quand on a un axe, ça veut dire que vous avez un arrêt brutal, un arrêt d'urgence, vous devez avoir une prise origine machine, donc appuyez sur un bouton qui va vous permettre d'envoyer un ordre en disant prise origine machine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc la première chose, ça va être piloter le moteur brushless via le bloc fonction MC Velocity, donc on va lui envoyer une vitesse de déplacement. On va se déplacer jusqu'où? Jusqu'à la fin de course. Alors, l'avantage aussi dans l'objet technologique, c'est que vous allez pouvoir définir vos fins de course matérielles. Donc, mais également, une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut également exploiter des fins de course logicielles. Donc, nous, pour le système, on est resté sur des fins de course sur course matérielle, mais rien ne vous empêche d'utiliser, par exemple, le fin de course matériel, mais le surcourse matériel, pardon, et faire un fin de course logicielle, si vous voulez avoir une course déterminée. Donc, une fois qu'on arrive aux fins de course, on arrête le moteur brushless et ensuite, on lui envoie une référence 0 pour lui dire que c'est sa position initiale. Et ensuite, on peut lui envoyer un ordre de déplacement, ce qu'on appelle une valeur de repos, pour venir en attente du tracking d'une pièce. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu l'organigramme d'une séquence de. Voilà. On peut la montrer. Voilà. On va vous montrer une prise origine machine, comment on fait. Donc, il suffit, comme ça, vous allez voir. C'est venir initialiser le bras. Donc, en fait, on vient lui mettre en position haute. Et ensuite, une fois qu'on est en haut, alors attendez, c'est peut-être moi qui n'ai pas libéré l'axe. Voilà. Voilà. Je n'avais pas libéré l'axe tout à l'heure par rapport à la démo. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir récupérer son frein de course. Une fois qu'il a son frein de course, il revient à sa valeur de repos. On l'a mis à 10 cm, mais ça, c'est tout à fait configurable dans les programmes qu'on fournit. Voilà. Alors, une fois que vous avez défini une prise origine machine, quand même, l'objectif après, c'est de réussir à venir traquer la pièce. Donc, pour traquer la pièce, je me suis posé la question comment vous le montrer. On est parti sur un petit graphe. Des fois, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous avez donc un déplacement d'une pièce. Donc, l'idée, c'est en vert, en bas, vous voyez la vitesse de déplacement du tapis. Donc, vous avez une vitesse de déplacement constante par rapport à la consigne que vous lui avez mise. Ensuite, vous allez avoir donc un déplacement de la position de la pièce qui va évoluer de manière linéaire, étant donné que la vitesse est constante. Une fois qu'on est passé devant le capteur, on va pouvoir identifier si la pièce est correcte ou pas. Et si elle est bonne, on va pouvoir venir la récupérer. Donc, on va pouvoir lancer le tracking de pièces. Donc, en fait, on va venir commander le chariot avec en consigne la position de la pièce. Donc, on va avoir l'effet un petit peu en S qui va permettre de venir récupérer la pièce. Et une fois que la pièce et le chariot sont à la même position, on va pouvoir articuler le bras pour pouvoir venir aspirer la pièce et ensuite l'envoyer au bac. Supervision et donc du data logging, remontée d'informations, supervision à distance et également pilotage à distance. Voilà, donc on vous remontre très rapidement un deuxième essai pour venir récupérer la pièce et venir l'éjecter dans le bac. Voilà. Donc maintenant, pour réaliser ça, en fait, on est parti sur la solution Node-RED. Vas-y, Jean-Luc, tu peux mettre Node-RED. Vas-y, avance, non, avance. Voilà. Alors, Node-RED, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un outil de développement basé sur les flux pour la programmation visuelle.
à l'origine a été développé par IBM pour connecter l'ensemble des dispositifs matériels, donc des API, donc des automates programmés industriels ou des services en ligne dans le cadre de l'Internet des objets. Donc Node-RED fournit un éditeur de flux basé sur du navigateur web qui peut être utilisé pour créer des fonctions de JavaScript. Alors ce qui est intéressant avec Node-RED, c'est que Siemens a développé donc une palette dédiée à Siemens, donc qui va permettre directement de venir lire des informations de l'API. Donc on va pouvoir se connecter directement pour récupérer l'état de certaines variables API, mais également d'envoyer des ordres pour pouvoir aller actionner et valider l'entrée. Alors, entre autres, le premier bloc, donc vous voyez, le premier bloc qui est configuré, ça va être ce qu'on appelle le bloc S7in. Donc, ce bloc-là va permettre, dans un premier temps, de faire une configuration de l'API. Donc, on va pouvoir déterminer, donc avec l'adresse IP, savoir dans quel rack et socle se situe, et le cycle timing, donc le temps d'échange entre les informations. Sur la fenêtre de droite, vous voyez configuration des variables. Donc là, ni plus ni moins, il suffit d'importer les différentes variables qu'on souhaite traiter pour pouvoir les afficher sur un dashboard, donc sur une page web, pour pouvoir avoir une supervision à distance qui soit accessible. Donc voilà, une fois que vous avez défini votre bloc, il suffit de faire un peu de programme. Donc c'est de la programmation un petit peu graphique, mais c'est du JavaScript qui est derrière. Et tout ce que vous voyez, donc vous voyez le premier petit carré, donc par rapport au cahier des charges qu'on s'était imposé. Donc l'idée c'était de bien séparer la partie tapis. Donc la partie tapis, ce qui nous intéresse comme information, ça va être d'avoir la vitesse, la longueur de la pièce, la position de la pièce, état du tapis, voir s'il est en arrêt ou en fonctionnement, et également la présence d'une pièce. Ensuite sur le robot, ce qui va nous intéresser, ça va être sa vitesse et sa position, mais également le nombre de cycles qu'il aura fait pour pouvoir récupérer les pièces. Pour le bras, la position du bras, savoir s'il est en position haute ou dans quelle position il est. Et enfin, les bacs. Quelque chose qui est intéressant et qui peut être intéressante à étudier, c'est par exemple ici, on compte le nombre de pièces qui sont passées, les nombres de pièces qui sont dans le bac 1 et dans le bac 2. Et en fonction du taux de remplissage de pièces, on peut très bien envoyer un message à un opérateur pour pouvoir venir vider les bacs, que ce soit le bac 1 ou le bac 2. Voilà. Donc ça, c'est la partie en fait supervision de data. Dans la deuxième phase, ce qui est intéressant également avec notre aide, c'est qu'on va pouvoir envoyer des ordres. Ça veut dire qu'on va pouvoir lui dire où arrêter la machine, ou mettre une marche, ou faire une prise origine machine, ou un arrêt. Donc là, pareil, avec le bloc S7out, on va pouvoir avoir directement ces paramètres-là. Donc là, on va passer directement sur du réel. Donc comme ça, vous allez le voir directement la manipulation. Alors, on va laisser, hop, voilà. Donc maintenant, si j'appuie sur marche, voilà. Donc, vous voyez la pièce qui va arriver. Donc, hop, je peux ouvrir un petit peu pour voir un petit peu. Voilà, donc on a vu un cycle, on voit le mouvement du bras. À droite, on va pouvoir voir également, vas-y encore à droite, on va voir le nombre de pièces. On a vu qu'on a une pièce qui est passée. Pour l'instant, donc en fait, le bac 1 n'est pas plein. On va pouvoir, donc on a défini sur le cahier des charges qu'au bout de 3, on envoyait une alerte, donc au bout de 2 pièces. Donc on voit le nombre de pièces en haut. Et on peut renvoyer une troisième pour vous montrer qu'il va passer au rouge. Donc, au bout du troisième, le bac est plein, on peut envoyer un message et en fait, le robot ne va plus mettre de pièces sur le bac 1, mais sur le bac 2. Voilà. Donc là, il est rouge. Voilà. Donc là, je peux arrêter la machine. Là, on voit les nombres de cycles qu'on a effectués avec le robot et ainsi de suite. On a un petit KTP, pareil, dans le même principe, on peut venir piloter. Voilà, on peut faire tourner, on a la vitesse, on a tout. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Aujourd'hui, on est parti sur 2 axes. Donc, l'axe, on va dire, IHM, donc purement, on va dire, industrie. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur la partie relevé d'informations, supervision à distance. Et on est parti sur notre aide qui nous semble le plus judicieux et assez intéressant à faire avec les élèves. Et qui permet aussi d'avoir des résultats assez rapides. Voilà. Sans trop de développement. Donc là, on a vraiment de la remontée de la data logging qui est intéressante, quoi. Et rien ne nous empêche après de faire de la base de données pour pouvoir faire d'autres choses, quoi. Mais donc c'est intéressant. Très bien, merci messieurs, bon après-midi. Merci à vous.